Nous allons maintenant en Centrafrique. La Russie a tenté d'organiser jeudi une rencontre entre le gouvernement centrafricain et des groupes armés dans la capitale soudanaise Khartoum. La rencontre organisée par Moscou en parallèle à la médiation officielle menée par un panel de l'Union africaine depuis juillet 2017 devait regrouper les principaux groupes armés opérant sur le territoire centrafricain et des représentants du gouvernement. Mais la rencontre n'a finalement pas eu lieu. Selon la présidence centrafricaine, le chef de l'État estime qu'il n'y a pas lieu d'engager d'autres processus tant que celui de l'Union africaine est toujours en cours. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, est-ce que déjà ça fait bien d'entendre que la Russie, un pays dont on connaît aussi la réputation, tente une médiation dans un pays africain? Vous savez, la Russie fait partie des grandes puissances du monde. Et généralement, l'Afrique est comme du pain partagé entre les puissances. Et l'ingérence dans les affaires des pays, ce n'est pas très loin. La Russie veut montrer depuis un moment au monde entier que ce n'est pas parce qu'elle se tait sur certains problèmes, notamment en Afrique, qu'elle n'a pas la possibilité d'intervenir. Si on prend le Proche-Orient, la Russie est déjà présente. Maintenant, en Afrique, la Russie est presque inexistante. Et aujourd'hui, la Russie se dit, les zones où il y a la guerre, où nous, les puissances, nous vendons des armes en réalité, même si c'est en catimini, nous devons nous impliquer. Une façon de dire aux Américains, aux Européens de l'Union européenne, que, attention, nous aussi, nous pouvons effectivement intervenir dans le règlement des conflits en Afrique. Maintenant, la réponse de l'État, parce que c'est l'État, de l'État centrafricain, aussi n'est pas une mauvaise réponse, en ce sens que nous avons des mécanismes maintenant au niveau sous-régional et même au niveau continental pour pouvoir régler certains problèmes. Si on prend le cas de la Gambie, nous n'avions pas nécessairement eu recours aux Russes, aux Chinois ou à l'Union européenne avant de trouver une solution. Bon, maintenant, est-ce que quand l'autre veut t'aider, est-ce qu'il faut refuser catégoriquement son offre? Je pense que les dirigeants politiques africains ont fait aussi cette erreur. Quand on est avec la France, on oublie la Chine. Quand on est avec... Mais ça ne nous aide pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, si c'est la Chine qui peut nous aider dans tel domaine, il faut l'accepter. Si c'est la Russie, il faut l'accepter. Dites à la France, oui, nous sommes avec toi, mais nous ne refusons pas aussi que la Russie ou la Chine nous aide. D'autant plus que la France s'entend très bien avec la Chine. Les États-Unis négocient avec la Chine. Pourquoi nous, on veut être seulement avec un seul partenaire? Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un problème à double tranchant. Accepter que la Russie intervienne n'est pas un problème en tant que tel, mais affirmer aussi la fierté africaine d'avoir la possibilité de régler le problème aussi n'est une autre. Mais la réelle question, pourquoi la crise perdure en Centrafrique? C'est parce que justement, il y a des marchés de vente d'armes qui n'ont pas intérêt, comme en Ouganda et autres. Que les armes Docteur Iou, c'est vrai que pour résoudre un conflit, il faut connaître le conflit, connaître le terrain. La Russie, est-ce que c'est le pays le mieux indiqué, qui connaît le mieux l'Afrique? Il ne faut pas vous tromper, la Russie connaît parfaitement l'Afrique. Il y a des zones d'influence qui étaient là pour la France, pour l'Angleterre, tout ça. Mais il ne faut pas sous-estimer les Russes. Et je crois que Tommy a raison sur ce plan. Le président centrafricain a peut-être un peu raison de dire, bon, on est là avec l'Union africaine, mais on voit les résultats, ce n'est pas ça. Mais on ne refuse pas une aide. Pourquoi? Parce que si les Russes, par exemple, sont frustrés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont livrer des armes à ces groupes rebelles et quelle que soit la médiation, ça n'arrivera pas. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Quand Sarkozy a tué Muammar Kadhafi, avec les conséquences qu'on sait aujourd'hui, la Russie a été surprise. Et elle a dit, ah non, maintenant ça n'arrivera plus. Et quand on l'a écarté dans le règlement de la crise syrienne, ils ont dit, bon, on va voir. Et maintenant, c'est eux qui fournissent toutes les armes à la Russie, avec l'Iran, à la Syrie. Avec l'Iran, et vous voyez qu'on n'est pas arrivé à déboulonner Bachar el-Assad jusqu'à présent. Et les Russes ont dit, ah bon, maintenant...
Lorsque vous entendez leur ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, c'est clair qu'ils ont un ressentiment parce que la dislocation de la Russie, avant c'était l'URSS dans le bloc. Et maintenant, les Américains ont voulu montrer les Français qu'on est là, tout ça. Et la dernière fois qu'ils ont envoyé les missiles en Syrie, les Russes ont dit, ah bon, on va voir. Et puis vous avez vu ce qui s'est passé après. Maintenant, les Syriens sont en train de reprendre. Et tout ça, c'est des armements des Chinois. Le troisième partenaire qui fait peur, des Russes, je veux dire. Le troisième facteur qui fait peur le pays, c'est la Chine. La Chine ne se mêle pas trop de ces affaires politiques directement, mais elle maîtrise toutes les ficelles économiques, tout ça. Et les armes, personne ne nous dit que les armes qu'on va trouver chez ces combattants. Je vous ai dit la fois passée que les troupes togolaises sont en Centrafrique et on a eu même des parents qui ont été là-bas qui nous ont raconté comment ça se passe. Ils voient quelques gosses sous les arbres avec des kalachnikovs, des armes, tout ça. Ils les attirent. Ils aiment beaucoup les militaires togolais et les Centrafricains. Je l'ai dit la fois passée. Ils leur donnent chocolat, tout ça. Donnez-nous les armes, s'il vous plaît. Ils rendent les armes. Et puis 3 jours après, ils revoient les mêmes gosses sous un autre arbre avec d'autres armes. Qui donne toutes ces armes-là? Aussi bien les Français, les Américains, les Russes, les Chinois vendent ces armes. Bon, ce n'est pas directement du gouvernement, peut-être, mais les sociétés. Et tant qu'on ne va pas arriver à nous-mêmes Africains à savoir que on n'arrive pas à trouver un bon plat de manioc à manger, et puis on prend des armes. Et j'ai dit la fois passée, un Kalachnikov, vous avez à peine 200 000, 250 000 vous achetez. Le chargeur, c'est peut-être 25 000 francs. Mais avec cet argent, ils peuvent manger, mais ils ne mangent pas. Ils prennent ça et tuent leur frère. Alors, Sylvestre, c'est vrai que la Russie, la présence russe en Centrafrique, les Centrafricains avaient tenté de nier, mais là, tout confirme, la Russie, elle est là. Est-ce que la Russie se cherche des zones d'influence aussi sur le continent? Oui, je crois que ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, moi, j'appellerais cela une forme de guerre froide entre la France et la Russie. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez, en décembre, il y a la Russie qui avait demandé même à l'ONU s'il peut livrer des armes aux forces armées centrafricaines. Ça a été fait. Et ça a été fait. Donc, ils ont livré les armes aux forces régulières centrafricaines. Maintenant, par ce canal, la Russie veut maintenant se positionner, d'autant plus qu'il y a même des forces russes qui ont atterri donc, dans ce pays. Chaque fois que tu donnes une grande quantité d'armes à un pays où tu vends une grande quantité, tu dois faire suivre ça par des experts. Justement, ils sont là. Oh, déjà, il y a les Français qui sont là également. Vous voyez, aujourd'hui, donc, la Centrafrique a des problèmes. Ça devient un gâteau succulent et puis il y a quand même les ressources minières. Tout le monde veut avoir de l'or et tout. Donc, tout le monde veut avoir quand même le monopole sur ces ressources-là. Maintenant, comme la France est déjà là, la France, un partenaire ancien donc de la Centrafrique, qui est peut-être un pays pionnier de la France-Afrique. Maintenant, la France est là. Or, la France et la Russie, ce n'est pas quand même la bonne ambiance entre les deux. Donc, chacun veut se positionner et avoir donc le monopole donc du marché. Mais c'est la position donc de Touadéra qui l'a maintenu, parce que Touadéra n'arrive pas à être au-dessus de la mêlée et de niveler tout. Parce que quand Macron est venu, Macron a refusé de le recevoir parce qu'il faisait aussi des affaires avec la Russie. Maintenant, quand il a eu ces échanges avec Macron, il est revenu. Maintenant, la Russie qui dit non, on va venir régler les problèmes. Il dit non, attendez d'abord, parce que peut-être que de l'autre côté, on a un peu tiré sur la ficelle et tout. Donc, c'est ça. C'est pourquoi je parle donc d'une guerre froide entre la France et la Russie, mais sur le terrain donc de la Centrafrique. Donc, c'est là où le problème. Donc, à un moment donné, je crois que il y a Alpha Condé qui disait que les problèmes africains doivent être réglés par les Africains la dernière fois. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même que l'Afrique arrive quand même à gérer ce genre de situation. Et les vrai, Tommy évoquait tout à l'heure le cas de la Gambie, mais derrière, c'est la France quand même qui a aidé quand même ces soldats-là de la CEDEAO quand même, elle est là, derrière, oui. Non, c'est la France qui est derrière, donc on sait, mais la France peut être derrière, mais il faudrait quand même que l'Afrique prenne le devant et régler cette situation. Alors, revenant même sur le cas centrafricain, tenter une médiation entre le gouvernement et ces groupes armés, est-ce que ce n'est pas un peu légitimer ces groupes-là? Ah oui. Vous savez, une chose est de voir
la normalité ou les normes, mais une chose est de tenir compte de la réalité. Et je répète une phrase. C'est-à-dire, est-ce que ces groupes sont aussi difficiles qu'on ne peut pas les écraser? Si on veut, avec une puissance militaire... Pour un pays comme la Centrafrique, où les enfants vous disent, ici l'hymne national c'est le bruit des armes, ce n'est pas aussi facile. Il faudra plutôt composer avec, essayer de retirer les armes. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'en même temps que les missions de l'ONU retirent les armes, d'autres vendent encore des armes. Il y a le marché noir. C'est le marché noir. Moi, je parle même des pays voisins, le Tchad, le Soudan et tout. Oui, c'est la même chose pratiquement, surtout au Tchad. Je reviens sur les propos de Macron, le président français. Il tient certains propos depuis un moment. Il dit, nous allons nous aligner derrière l'Union africaine et derrière effectivement les propositions que vous retrouvez les mêmes propos chez le président centrafricain aujourd'hui qui dit c'est à l'Union africaine de nous aider, ainsi de suite. Donc la France effectivement a des intérêts à protéger en Centrafrique. Et le président centrafricain ne veut pas se mettre à dos la France. Et il est très prudent. Je crois que c'est ce qui le gêne un peu dans sa prise de décision. Mais il faut que tout le monde reconnaisse que ce n'est pas facile de gérer un pays en crise comme la Centrafrique. Parce que la crise en Centrafrique, ce n'est pas la crise au Togo. C'est la crise avec les armes. Et s'amuser à dire que on va mettre fin à cette crise en écrasant, non, c'est pas possible. Il faut plutôt négocier parce que ces enfants qui tiennent les armes et qui sortent sont envoyés par d'autres personnes. Et il y a effectivement certains leaders qui sont violents, qui sont derrière tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, la Russie, qui est très forte aussi en service de renseignement, veut essayer de convaincre ces personnes-là, peut-être à la manière de l'Ouganda ou de l'Angola, mais essayer de trouver une solution et trouver effectivement, mettre fin à la crise dans le pays. Docteur Iou, sur le plan sécuritaire, militaire, c'est pas possible d'y aller de la manière forte? Oui, c'est ce que nous appelons les guerres asymétriques. Ce n'est pas facile, parce que là, vous avez vu les gosses dont je parle. C'est des gosses de 14 à 15 ans qui ont appris à tirer, ils ne savent pas tirer comme des vrais soldats, mais qui sont partout. Vous allez dans un village, vous ne savez pas qui sait tirer, qui ne sait pas tirer. Il n'y a pas une armée en face d'une autre armée. Et c'est la difficulté de ces guerres avec des combattants qui s'en foutent, qui n'ont même pas peur de la mort. Les micro-tireurs. Oui, ces gosses-là, ils ne mangent rien, mais ils n'ont pas peur de la mort. Ils ont des grenades. Et c'est pour ça, je crois que c'est une leçon aussi à tout le monde. Quand des armes rentrent dans un pays, le pays est foutu pour des décennies. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas facile de retirer. C'est pas facile de retirer. Quand il y a une guerre civile entre deux camps, comme au Zimbabwe par exemple, il y a eu la guerre de libération, là c'était facile. Vous avez les Blancs et Mugabe et ces gens. Et quand la guerre est finie, ils ont fait un accord, une amnistie avec accord, et les Blancs se sont retirés militairement. Et même au Zimbabwe, les armes avec lesquelles les gens ont lutté sont restées dans la nature. C'est ça qui a fait que Mugabe n'a pas été dégagé par la force. Si on avait dit ça la fois passée, si c'était comme ça, et qu'on l'a isolé dans un pays voisin, là, le pays serait un peu comme au Burkina, à fait à ça. Donc, c'est toujours difficile quand les armes rentrent dans un pays de les retirer après. Parce qu'il y a des gens, par exemple, les gosses de 14-15 ans que nos militaires voient là, ils n'ont pas été à l'école. C'est des gens, ils ne vont plus à l'école, ils sont là, ils triennent les gens, ils braquent les gens. Même pour le pain, ils peuvent tirer. Non, mais moi je crois sincèrement qu'on peut proposer un plan de désarmement. On peut proposer un plan de désarmement, on peut mettre une stratégie de désarmement en place. Parce que un accord. Oui, justement, c'est pourquoi je dis que ce conflit même traîne trop. Parce que ce conflit, après 7-10 ans, ce serait encore très difficile de le... Parce qu'il y aura comme des groupes bien assis, parce qu'il y aura financièrement, ils auront quand même assez donc de ressources financières, parce qu'ils auront vendu assez donc de ressources minières, tout. Donc ce serait maintenant difficile donc de les dégager. Donc je crois que c'est le moment donc de commencer à négocier avec ces gens-là. Leur proposer quand même, ceux qui veulent faire l'armée,
venir dans les forces régulières. Et ceux qui ne veulent pas, quand même, qu'on puisse quand même les intéresser d'une manière ou d'une autre. Cela n'est pas Maintenant, possible sans un dialogue et un accord. Justement, On c'est est pourquoi. au stade du dialogue et de Justement, l'accord. c'est pourquoi je dis aujourd'hui que plus on doit quand même, bon, je prends l'Union africaine parce que je ne vais pas parler de Russie et autres, l'Union africaine doit quand même anticiper les choses, commencer déjà par négocier avec ces jeunes-là. Mais à un moment donné, quand les négociations quand même n'arrivent pas à prendre, il faut y aller par la méthode forte. Le gros problème, c'est que en Centrafrique, on a désarmé déjà. Mais les programmes de DDR n'ont jamais marché, que ce soit en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tous ces jeunes qui ont pris les armes là, on va leur dire, bon, toi, moi, ils veulent tous aller dans l'armée. On ne peut pas prendre tous ces... Il y en a qui ne sont même pas Il y en a qui ne sont pas formés. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont aujourd'hui la pause et puis on va revenir après. D'accord.